qui est docteur en psychologie et qui a porté le programme d'éducation thérapeutique pendant de nombreuses années avant que je la rejoigne il y a 3 ans. Oui, bonjour. Juste un petit rappel historique sur le développement de l'éducation thérapeutique. Évidemment, ça... Plus là, ok, désolée. La question du pouvoir d'agir des patients, puisque c'est de ça dont il s'agit quand on développe des programmes d'éducation thérapeutique, ça vient du domaine du VIH. Donc fin des années 80, quand les traitements n'étaient pas accessibles et qu'il y a eu énormément de lobbies, notamment aux États-Unis, de regroupements de patients qui ont œuvré pour rendre accessibles les traitements qui ne l'étaient pas à ce moment-là, aussi dû à de la stigmatisation liée au type de population évidemment qui était touchée en première intention. Et c'est grâce à ces mouvements d'usagers que la question de finalement changer le rapport de force dans la relation thérapeutique a évolué. Évidemment, il n'y a pas que ces effets-là, il n'y a pas que ces éléments-là qui sont à prendre en considération, mais la place des usagers et la question de justement ne plus être un patient mais être un acteur dans une relation partenariale, c'est vraiment ce qui est la philosophie intrinsèque des programmes d'éducation thérapeutique. Ce qui a aussi été en première intention développé, c'était plutôt dans le champ de la maladie chronique mentale ou dans le champ de la diabétologie notamment par exemple. Et puis il y a depuis quelques années, on a eu la possibilité de développer des programmes d'éducation thérapeutique en cancérologie. Donc on a eu cette possibilité-là depuis un peu plus d'une dizaine d'années à l'Institut Bergonié et maintenant on est un peu plus un collectif de travail organisé. Je vais laisser la parole à Camille qui va vous présenter plus spécifiquement de quoi il s'agit. Donc l'éducation thérapeutique du patient a plusieurs objectifs: de permettre aux patients de s'approprier et de conserver un savoir et des compétences sur la maladie, sur les traitements, sur la vie avec la maladie, et par ce biais-là de renforcer l'autonomie du patient dans la prise en charge de sa maladie. Tout ça pour aider le patient à mieux vivre au quotidien avec sa maladie, mais aussi à collaborer avec les soignants, maintenir ou améliorer sa qualité de vie, se sentir acteur de sa prise en charge et au final être en sécurité et en confiance avec ses traitements. Ça rejoint ce qui a été dit sur l'alliance thérapeutique. L'éducation thérapeutique rentre dans le cadre légal depuis 2009 dans le Code de santé publique comme quelque chose de complémentaire au parcours de soins habituel du patient, avec donc cet objectif qui est écrit dans le Code de santé publique de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit, en améliorant sa qualité de vie. Et depuis janvier 2021, les programmes d'éducation thérapeutique doivent être déclarés à l'ARS, mais ne font plus l'objet d'autorisation de l'ARS. Les intervenants du programme doivent avoir reçu une formation spécifique qui respecte des référentiels fixés par arrêté. Et l'ETP peut être dispensé par différents professionnels de santé, des professions médicales, psychologues, pharmaciens. Vous verrez quand on présentera un petit peu plus en détail le programme qu'on a une multidisciplinarité dans le programme d'éducation thérapeutique de Bergonié, des assistants sociaux, des membres formés d'associations et des patients intervenants. Donc on a la chance d'avoir eu depuis la construction et dans la co-construction de ce programme Valériane Monio, qui est patiente partenaire salariée à l'Institut Bergonié, qui est présente ici, qui interviendra plus tard dans la matinée. Et donc ces personnes formées peuvent ensemble à la fois construire le programme et animer des ateliers à destination des patients. Quelles sont les compétences nécessaires? D'abord une posture partenariale dont parlait Frédéric tout à l'heure, être dans une situation de relation, d'alliance thérapeutique avec le patient, connaître les bases de la relation d'aide, les approches motivationnelles et savoir animer un atelier en utilisant des outils d'animation et de médiation pour pouvoir animer des groupes.
À Bergonié, comme je vous le disais au début, avant 2021, différents programmes ont été développés depuis 2012 avec une coordination de Marion. Et le premier programme a été autorisé en 2015 et concernait les familles héréditairement prédisposées au cancer du sein et de l'ovaire. Puis 2 programmes ont été autorisés en 2017, douleurs chroniques et leucémie myéloïde chronique. Et il a été proposé la création d'un pôle depuis 2015 qui a finalement été validé par l'ARS et financé depuis 2022. Et ces programmes d'éducation thérapeutique touchaient environ 100 patients par an. En juillet 2021, donc le pôle ETP de l'Institut a été validé par l'ARS avec 2 coordinatrices, donc nous, et depuis le 1er juin 2023, on a une chargée de mission à 70% qui s'appelle Emma Martel et qui est financée donc par l'ARS. Ces ateliers sont réalisés en dehors de l'Institut, ça c'est une demande des patientes qui ne souhaitent pas souvent revenir sur le lieu de soins pour ces ateliers. Donc on a un partenariat étroit avec le centre Argonne Nansouty Saint-Jeunesse qui est tout près de l'Institut Bergonié mais qui n'est pas dans l'enceinte des murs. Ça c'est la réunion de lancement du pôle ETP. On avait les masques qu'on n'a plus depuis hier à l'Institut Bergonié qui a eu lieu en novembre 2022 et qui a permis de regrouper tous les acteurs de l'Institut Bergonié, toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient impliquées dans l'éducation thérapeutique à l'Institut. On a eu la chance d'être accompagné par Arlie Communier du pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine dans un travail de refonte de l'ensemble des programmes afin d'avoir une proposition beaucoup plus transversale offerte à tous les patients qui viennent à l'Institut. Là, on commence à offrir cette proposition d'abord aux femmes traitées pour un cancer du sein et avec une montée en charge qui va être progressive et qui va permettre à d'autres types de personnes traitées pour d'autres cancers de venir. Camille évoquait le rôle et l'implication forte de Valériane. Et effectivement, ça fait partie de la philosophie de la construction d'associer du coup les usagers de la conception à la réalisation des programmes. Ça participe aussi beaucoup à faire changer le point de vue des professionnels de santé sur du coup la question de qu'est-ce que c'est être partenaire avec les patients. On a créé un groupe de travail pluriprofessionnel qui évidemment est composé de l'ensemble des professionnels de soins de support, donc les psychologues, les kinés, moniteurs d'éducation physique adaptée, les diètes principalement, et des médecins, notamment oncologues médicaux. Ce qui nous a permis de définir en fait les objectifs du programme, c'est évidemment aussi basé sur une analyse des études réalisées concernant les effets secondaires des traitements et particulièrement chez les femmes traitées pour un cancer du sein. Les données notamment de l'étude Canto donc, qui permettent d'avoir des informations sur les conséquences à plus de 5 ans des traitements pour les femmes traitées pour un cancer du sein nous montre que 70% des femmes rapportent avoir encore des douleurs, avoir de la fatigue, avoir des troubles cognitifs. Alors évidemment tout ça est d'intensité variable, mais enfin néanmoins il y a une plainte très importante sur ces aspects-là et également des symptômes psychiques anxieux ou dépressifs qui peuvent être encore présents pour 30% des personnes. Donc c'est bien aussi l'ensemble de cet état des lieux qui nous permet de dire qu'il faut intervenir précocement pour éviter l'installation de séquelles durables et très handicapantes dans la vie des personnes. Donc l'objectif c'est de développer des compétences pour mieux vivre avec la maladie et ses conséquences, développer ce qu'on appelle des compétences d'auto-soin et des compétences psychosociales spécifiques pour améliorer l'observance thérapeutique, les stratégies pour faire face à la douleur, l'incertitude liée à la maladie, la vie au quotidien et les comportements de santé. On évoquait la question des facteurs de risque comme le tabac tout à l'heure pour la mise en traitement pendant la radiothérapie. Effectivement, ça fait partie des axes vraiment importants sur lesquels il faut pouvoir agir. L'idée, c'est aussi de permettre aux proches de participer finalement à ces groupes et à cette réflexion pour leur permettre de mieux comprendre les traitements et le vécu de la personne malade et aussi
prévenir l'épuisement des aidants. Donc pour le moment, ça s'adresse à toute patiente en cours d'hormonothérapie ou allant débuter l'hormonothérapie. Donc a priori, toutes les femmes qui ont fini, enfin pas toutes les femmes, mais les femmes qui ont fini de la radiothérapie et qui vont bénéficier d'hormonothérapie sans troubles psychiatriques majeurs, avec beaucoup d'inquiétudes ou de préoccupations autour de l'hormonothérapie et de ses conséquences, de l'anxiété autour du traitement et aussi une manifestation importante sur la question de la peur de la récidive et qui aurait un souhait à échanger avec d'autres patientes dans le même parcours de soins. La façon dont a été construit ce parcours, c'est que n'importe quel professionnel finalement de l'Institut peut adresser vers le pôle d'éducation thérapeutique afin de nous permettre de rencontrer la personne pour faire ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé, donc un état des lieux des besoins de la personne et de ses ressources. L'idée, c'est de pouvoir construire un parcours personnalisé tenant compte des besoins sur certains types de comportements ou de problématiques qui sont plus aiguës. Donc une fois qu'il y a une finalement validation concertée avec la personne, on lui propose un parcours qui est à la fois spécifique en fonction de la pathologie et aussi des ressources qui sont plus transversales, qui touchent plus à des éléments qui peuvent concerner tous les patients, quelle que soit la pathologie, la gestion de l'incertitude, l'anxiété, la douleur, les troubles cognitifs par exemple. Donc du coup, il y a vraiment l'idée de compléter à la fois des ateliers spécifiques et des approches plus transversales. Évidemment, à la fin du parcours, il y a une évaluation et une réorientation vers certains professionnels de soins de support ou le médecin si besoin. Bon, mais ça reprend à peu près ce que je viens de dire. Au niveau du format, donc en général on est 2 à co-animer, ça se fait ou en présentiel ou en visio. Pendant la radiothérapie, à la fin ou en cours d'hormonothérapie, la fréquence pour le cycle dont on va vous parler plus spécifiquement, c'est une fois toutes les 2 semaines, 1h30 par atelier. Et en fait, du coup, les personnes qui viennent participent à 2 ateliers consécutifs. En général, on nous propose ça entre 15 à 12 personnes. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit proposé aux patients avec ou sans conjoint. C'est pas exclusif. Et chaque atelier est construit avec des médiations spécifiques basées sur vraiment des objectifs pédagogiques qu'on souhaite atteindre. Donc là, vous avez une belle photo du premier groupe à qui on a eu la possibilité de proposer le programme dédié à l'hormonothérapie et aussi l'animation des groupes en visio que je fais depuis même avant le Covid, compte tenu aussi des questions de déplacement, de la répartition des personnes sur l'ensemble de la région, de la fatigue. Et ces éléments-là, ça facilite aussi la participation. C'est pour moi, c'est mon corps. Alors, dans le parcours spécifique hormonothérapie, il y a donc 6 ateliers. Le premier, que je co-anime avec Valériane, porte sur faire un état des lieux des connaissances qu'on a, des représentations qu'on a sur l'hormonothérapie et aussi éventuellement des effets indésirables qu'on peut avoir. Le deuxième atelier qui est animé par Camille et par un pharmacien de l'Institut porte sur les mécanismes d'action de l'hormonothérapie. Le troisième, animé par le même binôme, c'est faire face aux effets secondaires de l'hormonothérapie et à la vie avec un traitement au long cours. Le quatrième et le cinquième atelier, c'est un binôme de kiné ou kiné-APA, ça dépend de la disponibilité aussi de nos collègues, qui vise à travailler autour de comment prendre soin de soi, prendre soin de son corps, se préparer à certains traitements, trouver des solutions adaptées, connaître par exemple des techniques d'automassage, des mouvements, du coup à réintroduire aussi de l'activité dans le quotidien. Et le sixième atelier est spécifiquement autour de la prévention des troubles psychiques et travaille autour de la peur de la récidive. C'est encore moins.
Donc l'atelier numéro 1, bon, j'en ai déjà dit quelques éléments, c'est vraiment un temps important de aussi constitution du groupe, créer un climat de sécurité, permettre aux différentes personnes qui sont présentes de faire connaissance et aussi d'objectiver le fait qu'elles ont, évidemment même si elles ont une histoire singulière, elles ont des problématiques qui sont souvent communes et finalement faire un peu un état des lieux de qu'est-ce que j'ai déjà essayé, qu'est-ce que j'ai compris, quelles sont les questions et les croyances aussi qui peuvent entraver par moment la bonne adhésion à la prise de l'hormonothérapie. Donc le fait de pouvoir co-animer avec Valériane, ça a vraiment une importance dans la constitution de cette équipe, finalement, une équipe de travail. On part pour 3 après-midi ensemble. Ça permet de faire le tri aussi entre les connaissances qu'on a et les données scientifiques. Et ben voilà, ça engage cette question qu'évoquait Frédéric sur l'alliance. C'est quoi être dans ce partenariat et cette concertation avec des différents professionnels de santé. Le deuxième atelier, c'est un atelier animé par donc une pharmacienne et moi, et aussi construit. Ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que ces ateliers, on les a construits, les outils, on les a construits. Donc ça a été un travail très important qui nous permet d'avoir des ressources qui nous semblent adaptées à la population qu'on rencontre et à ces femmes en cours de traitement d'hormonothérapie. On va vous montrer en quelques diapositives, notamment pour cet atelier et pour le dernier, quelques supports qu'on utilise pour ces échanges. Les objectifs de cette session, c'est que les patientes puissent acquérir des compétences et des connaissances sur les traitements pour reconnaître les différents types d'hormonothérapie, comprendre les mécanismes d'action, le bénéfice thérapeutique attendu et pouvoir établir sa propre balance bénéfice-risque. Et c'est ça qui est difficile quand on est au collège médical, c'est sortir de la question. C'est pas qu'elles prennent leur traitement. Le dernier objectif, c'est que les patientes aient conscience et comprennent quel est leur bénéfice et leur intérêt à prendre ce traitement, qu'elles comprennent les effets secondaires et qu'elles réussissent à prendre leurs propres décisions et, si possible, bien sûr, à prendre leur hormonothérapie selon la durée prolongée, mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Donc là, voilà, 2 diapos, pardon. Hop, voilà. On a fait un vrai faux, en fait, qui pose des questions pour que les femmes prennent conscience qu'elles savent beaucoup de choses. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas statique. On essaie d'être le plus interactif possible. Et les femmes voilà, se déplacent dans la salle en fonction du vrai et du faux, ce qui permet de reprendre ce qui a été dit dans le premier atelier sur les croyances. C'est des choses qu'on a vraiment réfléchi avec les pharmaciennes, les différents oncologues médicaux et médicales pour réussir à trouver des questions pertinentes et des réponses adaptées. Voilà. Et ensuite, il y a une autre partie qui est aussi pour que les patientes comprennent les actions du traitement, donc des questions qu'on pose aux femmes et qui viennent elles-mêmes apporter leurs réponses et leurs connaissances qui sont nombreuses sur les mécanismes d'action des hormones et donc du traitement d'hormonothérapie qui est un traitement anti-hormones. Voilà, et ça donne lieu à des échanges. Et alors, ce qui est important à soulever, je pense que c'est aussi que dans les consultations ultérieures qu'on peut avoir avec les patients, on en parlera après peut-être dans les bénéfices ressentis, mais ces échanges-là permettent de nourrir aussi la connaissance qu'a le médecin, par exemple, de ce que la patiente sait, ce qui sont ses questions, ses problématiques. Donc ça permet aussi d'enrichir en fait, les connaissances de la vie avec la maladie des patients pour les médecins. Le troisième atelier, c'est sur les effets secondaires en tant que tels. Toujours le même binôme, c'est pas le même jour en fait, c'est 2 semaines après pour aussi laisser le temps de digérer un petit peu ce qui a été expliqué. Donc là, c'est des objectifs de compréhension des effets secondaires, des précautions à prendre, et là aussi savoir exprimer ses projets de vie et ses besoins à l'équipe médicale et à l'entourage. Les ateliers 4 et 5, donc animés par kiné et moniteur d'activité physique adaptée sur prendre soin de soi et de son corps, et prendre soin de soi et trouver des solutions adaptées, en particulier des techniques différentes de mobilisation du corps pour essayer de réussir
améliorer la tolérance des traitements. Le dernier atelier porte sur la peur de la récidive. L'idée étant de sensibiliser les personnes aux conséquences en fait, de cette manifestation psychique et les moyens les plus adaptés pour pouvoir y faire face. On a un objectif aussi qui est de travailler à déstigmatiser les troubles psychiques, parce que ça reste encore assez fréquent qu'il y ait finalement beaucoup d'inquiétudes sur le fait d'avoir un cancer et en plus de faire une dépression, des représentations assez, totalement même erronées sur les risques de récidive liés au fait d'être déprimé, d'être anxieux. Donc on travaille à déconstruire ces représentations-là. Évidemment, en fonction des besoins des personnes, ce qui peut leur être proposé, c'est la participation à un groupe de psychothérapie cognitive et comportementale sur la peur de la récidive de cancer en 4 séances. Donc, l'idée vraiment, c'est de développer des connaissances avérées sur les liens entre stress et cancer, pouvoir évaluer sa propre situation concernant la peur de la récidive et évaluer les ressources dont on dispose, le coût et les bénéfices des stratégies qu'on mobilise. Et aussi, il y a une partie de l'atelier qui est consacrée à la façon de solliciter des professionnels dans le champ de la santé mentale, mais pas que, mais à quel moment, avec finalement quelle intensité de symptômes, et aussi de donner des informations sur le fait que tout ce qui va rentrer dans le qualificatif de médecine douce, médecine alternative et complémentaire, intervention non médicamenteuse, ne sont pas sans risque et qu'on doit être conseillé par des professionnels qui ont l'habitude en fait de prendre en charge cela. Moi j'entends souvent ça peut pas faire de mal d'aller voir certains types de praticiens, si parfois ça peut faire du mal. Et je ne dis pas que c'est dû au fait que les professionnels ne seraient pas forcément bien formés, mais il y a une indication pour certains symptômes et on a des niveaux de preuve sur le plan empirique qui sont très hétérogènes en fonction des propositions thérapeutiques. Donc c'est important de aussi donner des informations valides sur les différents types de prise en charge psychologique ou l'éducation physique adaptée, etc. Juste un petit exemple des supports qui sont transmis pour comprendre le cercle vicieux de la peur de la récidive, notamment extrêmement présent chez les femmes qui ont une hypervigilance sur les symptômes somatiques. Donc en gros, le moindre signe qui est présent dans le corps va activer des préoccupations anxieuses, j'ai peur de récidiver, et finalement, il va y avoir un envahissement sur le plan psychique avec ces préoccupations-là. Face à ça, il y a des stratégies qui sont plus ou moins coûteuses, plus ou moins efficaces en fait. L'évitement, par exemple, je vais aller regarder une série, en soi, c'est pas forcément un problème, c'est quand ça devient la seule stratégie que la personne peut mobiliser. L'évitement cognitif, c'est une stratégie à court terme qui est efficace, mais qui devient très coûteuse au long cours. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir présenter, expliquer ça, que chacun puisse analyser du coup, mais avec quoi je fais face à ça, et trouver d'autres façons de faire face à l'anxiété à court terme et à long terme, si nécessaire. L'autre proposition qui est faite autour des questions de gestion du stress, et ça fait assez longtemps, c'est un programme de gestion du stress par la méditation de pleine conscience, qui est mis en place depuis 2017 avec le soutien des mécènes de la Fondation Bergonié. Les indications principales, c'est la gestion de la douleur chronique, l'anxiété, la peur de la récidive et la prévention de l'épuisement des aidants, puisque c'est un groupe qui est ouvert aussi aux proches. On travaille beaucoup sur les stratégies de régulation émotionnelle. C'est un programme qui se fait en ligne et en présentiel. C'est un programme qui est très engageant au plan expérientiel, puisque la participation dure 2 mois, une fois par semaine, des séances qui durent 2h30, dont une séance qui dure 5 heures. Dit comme ça fait toujours un peu peur, mais personne n'est pour le moment parti en courant. Je fais à peu près 3 à 4 cycles par an et très clairement il y a une amélioration, et c'est pas que moi qui le dis, c'est assez documenté dans les études qui ont été menées notamment au Canada et aux États-Unis. C'est clairement une indication de première intention dans la gestion de l'anxiété.
En plus de ce qui est décrit donc dans la littérature des connaissances, on a pu voir avec les patientes qui ont expérimenté ce programme depuis le mois de février des bénéfices qui sont en particulier une meilleure compréhension des mécanismes d'action, des effets secondaires de l'hormonothérapie, mais aussi un repérage des ressources qui existent déjà pour la patiente, qui permet donc l'établissement de la propre balance bénéfices-effets secondaires pour une meilleure adhésion au traitement. Un point qui est très important aussi, c'est le soutien par les pairs, le fait que les ateliers soient en groupe, la meilleure connaissance des ressources disponibles à l'extérieur, donc les ressources déjà existantes, puis les ressources au sein de l'Institut et en dehors, et la déstigmatisation des troubles de santé mentale. On est donc un certain nombre de professionnels impliqués à avoir réalisé l'importance du fait de faire plusieurs ateliers pour développer les compétences de manière progressive. Ces ateliers majorent, comme disait Paul tout à l'heure, l'importance de se sentir utile, voilà, avec un bénéfice réel et direct ressenti, avec potentiellement une réduction du risque d'épuisement. Cette richesse de la collaboration interdisciplinaire qui permet aussi une réflexion sur les pratiques professionnelles. On a différentes perspectives qui sont l'élargissement du recrutement en dehors de cette population qui est déjà importante de l'Institut des femmes en cours d'hormonothérapie, mais élargir pour qu'à terme, chaque patient puisse avoir un programme qui correspond à ses besoins. Un développement en dehors de l'Institut avec d'autres structures qui font de l'oncologie. Une évaluation du programme avec une équipe dans laquelle Marion est impliquée depuis plusieurs années pour vraiment évaluer dans le cadre de recherche clinique en définissant des critères objectifs l'apport de l'éducation thérapeutique et le développement de formation et voilà, la participation à des programmes de recherche. C'est simple pour adresser des patients, c'est un mail ETP, éducation thérapeutique du patient, @bordeaux.unicancer.fr. Et suite à ça, on va, à partir de la rentrée, mettre pas mal de choses en place pour fluidifier le parcours et notamment l'entrée dans le programme. Et on vous racontera tout ça la prochaine fois.